Bonjour très chers téléspectateurs de Canal King Télévision et bienvenue à cette émission spéciale 17 mai, la fête de la libération. Comme vous le savez, il y a eu une libération un certain 17 mai 1997, mais en entrant, les libérateurs en venant, ils ont trouvé un pouvoir ici et nous allons parler de cette facette, pas de ce libérateur, mais nous allons parler du maréchal Mobutu Sese Seko, qui lui, le 16, c'est-à-dire un jour avant, avait quitté Kinshasa en allant vers Guadolite. Et nous allons essayer de parcourir le jour qui ont entouré ces départs. Et nous allons les faire en recevant plutôt quelqu'un qui a été vraiment, durant presque toute sa vie, proche du maréchal Mobutu Sese Seko. Lui, c'était son médecin privé que nous avons cité, le docteur Dioumi. C'est lui qui va essayer de nous raconter vraiment l'histoire. C'est pour la progéniture, vraiment, je l'ai dit, parce que ils sont pas nombreux comme ça à vivre cet événement du départ du maréchal Mobutu. Il était avec le maréchal Mobutu, il a vécu son départ et il était avec le maréchal Mobutu jusqu'au à sa mort. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Nous tenons à vous remercier déjà parce que vous aviez bien voulu nous recevoir chez vous, en votre résidence. Et comme je l'ai dit au début, c'est pour la progéniture que vous vous livrez à cette émission. Vous allez nous dire comment vous avez vécu cette histoire, le départ de Mobutu. Et alors, vous allez vous présenter aux téléspectateurs et vous allez tout d'abord nous dire comment vous êtes arrivé dans la cour du maréchal Mobutu. En Belgique, pendant un certain temps, c'est là que j'avais fait connaissance du feu président Mobutu. Alors, à l'époque, journaliste aux actualités africaines, un vieux journal qui avait existé dans ce pays. Et on avait sympathisé. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là. Je préparais le jury central pour les humanités parce que je voulais aller à l'université. Et lorsque j'ai terminé mes études universitaires à Paris, je suis revenu au pays et on a renoué avec le président. Et j'ai dit au président que moi je voulais absolument m'occuper des étudiants, enseigner les connaissances que j'avais acquises. Et en 1966, j'avais obtenu une bourse du British Council pour aller étudier en Grande-Bretagne. Je suis allé en Écosse. C'était en juillet 1966. Le président venait d'être président, si vous voulez, pour la tautologie. Lorsque j'ai passé tous les examens que je devais passer et les recherches que je faisais en Écosse, à Aberdeen, j'ai obtenu ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon un PhD, Doctor of Philosophy. C'est un grade académique qui est peu au-dessus de l'agrégation à l'enseignement supérieur. Je suis revenu et en ce moment-là, il y avait beaucoup d'agitation d'étudiants sur le mont en bas. Et moi, en tant qu'aîné, j'étais déjà à ce moment-là
spécialiste en chirurgie, puisque j'ai été devenu spécialiste ici à Lovanium en 1967 déjà. J'ai été souvent convoqué avec d'autres confrères chez le président pour aller témoigner, tout ça, et essayer de protéger les étudiants. Un jour, le président me pose une question. Pourquoi c'est toujours les étudiants en médecine qui sont à la tête de la rébellion estudiantine? Je lui ai dit que c'est parce que les médecins et les étudiants en médecine sont des gens qui sont en relation plus étroite avec l'homme. Et ça l'avait touché à Aberdeen. Il m'a invité chez lui. On a parlé de certaines choses et puis j'ai continué. Il m'avait proposé à cette époque-là d'être auprès de lui. Il m'a demandé quel ministère m'intéressait. J'ai dit, je voudrais me consacrer à l'enseignement. Je me suis consacré à l'enseignement. Je voulais transmettre les connaissances que moi-même j'avais acquises ailleurs, en dehors du pays. Je peux continuer? Il m'a dit, bon, allez, occupez-vous des étudiants, mais je vous suivrai. À un moment donné, il y a eu les combats à Lifareman, et où j'ai été convié à m'occuper de problèmes médicaux tenant à ces combats. Et lorsque le combat était terminé, j'ai gardé le contact avec la présidence. Un jour, il y avait des médecins allemands qui visitaient le Congo et on a fait appel à ma personne pour les accompagner partout où ils ont été dans ce pays. Nous sommes passés par Baldolite parce que l'Allemagne voulait construire un hôpital là-bas. Et j'ai été frappé. Dans la population, il y avait une concentration de goitres. Il y avait une endémie goitreuse qui sévissait à Baldolite et les environs, à Wapinda, à Bougie. Et ça m'a frappé. Quand je suis revenu, j'ai fait un rapport à la présidence pour dire que voilà, il y a une endémie goitreuse qui est présente là, mais on peut y remédier. Cette endémie est due au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'iode dans le sol et dans l'eau de boisson. Et puis même les poissons qu'on mange là ne contenaient pas suffisamment d'iode. C'est comme ça que la glande des individus là-bas se révoltait un peu et produisait cet aspect hideux de goitre endémique. Donc vous avez fait les rapports au président de la République pour essayer d'intervenir pour ces gens-là. Oui, j'ai été alors chargé de proposer des moyens et même des actions. J'avais fait un plan et le président m'a dit, je sais que vous êtes occupé avec l'enseignement,
à l'université, mais de temps en temps, il faut y aller pour essayer d'aider ces gens. Effectivement, j'ai constitué des équipes que j'allais visiter régulièrement et nous avons combattu le goitre endémique. Et c'est difficile d'éradiquer le goitre endémique, mais l'incidence avait fortement diminué. Il y avait des vieux cas qui étaient pas très bien à voir et j'ai opéré. J'ai enlevé jusqu'à 2 kilos à la gorge ici. Si vous pouvez vous souvenir, vous avez opéré à peu près combien de patients? Beaucoup, beaucoup, je n'ai plus les statistiques. Une centaine? Plus. Et les gens étaient très satisfaits et dans la rumeur populaire là-bas, ils pensaient que c'était une histoire d'Indoki. Mais je leur ai expliqué, j'ai enseigné aussi à la population que c'était pas de leur faute et que de la faute de personne, tout simplement parce que c'est la situation géographique de leur contrée qui leur a apporté ce malheur-là. Alors, à partir de cela, Mobutu a trouvé qu'il fallait vous faire venir auprès de lui dans sa cour. Quand j'ai terminé, vers 4 ans après, il m'avait envoyé là-bas en 1974, 76. Et puis 4 ans après, en 80, il m'a rappelé ici pour me demander si je voulais devenir son médecin particulier. Et à l'époque, on ne pouvait pas dire non. Et j'ai accepté. Et j'ai beaucoup regretté parce que je ne voulais pas me séparer de mes étudiants. Et j'étais obligé quand même de quitter l'université, pas de démissionner, mais de suspendre mes activités ordinaires à l'université. C'est comme ça que j'ai été, lorsque j'ai été nommé par ordonnance présidentielle, et en même temps, il y avait une autre ordonnance créant le service médical présidentiel. Le siège était à l'OIA. Et puis il y a une troisième ordonnance qui faisait en sorte que les personnels qui travailleraient avec moi auprès du président aient un statut. Voilà. Alors, on revient vraiment à notre sujet parce qu'on parle de votre départ, c'est-à-dire le départ du maréchal du pouvoir un certain 16 mai. Mais avant ça, il y a eu des événements par rapport à la rébellion qui s'approchait de Kinshasa. Mobutu à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila avait déjà pris presque une grande partie de la République. Il y a le président sud-africain, le feu président Mandela, qui vient intervenir en voulant mettre sur une même table Mandela et Mobutu. Est-ce que vous étiez là? J'étais là, partout où le président allait, et j'étais souvent là. Et c'était à Pointe-Noire, où nous avons été conviés par l'Afrique du Sud d'aller négocier avec le feu président Kabila. Et on est parti la veille. Nous, on a précédé le président Kabila d'un jour. Et à cette époque-là, le président Mobutu était très souffrant. Il était sérieusement malade, il ne pouvait pas se passer
d'une certaine assistance de ces médecins. Docteur, on va en venir là. Est-ce qu'il a accepté facilement d'aller rencontrer le feu président Kabila parce que c'était un rebelle, il venait, lui il était légalement, il était au pouvoir légalement. Est-ce qu'il a accepté facilement ou il fallait vraiment essayer de convaincre parce que on sait que Mobutu c'était un homme fort. Très facilement. Il a accepté très facilement. Et quelquefois les politiciens nous trompent et trompent la population. Le président Mobutu était en contact bien avant cela avec le président Kabila. Il correspondait par des intermédiaires, les agents de sécurité qui allaient voir le président Kabila dans son maquis. Et il y avait certains échanges. Je ne donnerai pas les détails à ce sujet. Que facilement, Laurent Désiré Kabila pouvait arriver jusqu'à Kinshasa. Non, c'était une surprise, je dois dire, parce que le président Mobutu comptait sur une armée, mais qui était devenue une armée fantôme, en fait. Avant, cette armée était capable au fait de guerre, mais après, cette armée s'est embourgeoisée et il y a aussi de coups bas de certains responsables de l'armée de l'époque. Quand vous êtes chef, ce n'est pas vous qui allez nécessairement aller au front, vous devez déléguer les éléments de votre armée qui peuvent aller combattre. Mais quand cette armée est démoralisée ou bien cette armée est devenue commerçante ou bien ne veut pas salir son uniforme au front, eh bien, c'est ce qui arrive. Facilement accepté d'aller rencontrer le feu président Laurent Désiré Kabila. Vous avez quitté Kinshasa parce que c'est une histoire. Hein? On dit ça, on laisse ça pour la conjoncture. Vous avez quitté Kinshasa. Vous vous rappelez encore du jour et de l'heure? C'était la nuit ou c'était la journée? Pour aller à Pointe-Noire. Non, c'était la journée. Nous sommes allés officiellement. On a été accueillis par le président Lissouba et qui nous attendait à Pointe-Noire. On a mis à la disposition du président une villa et où j'étais très souvent parce que c'est là qu'on le soignait aussi. Et lorsque le jour J est arrivé, nous sommes allés au bateau et le feu président Kabila est venu nous rejoindre là. Le président Lissouba voulait accompagner le président Mobutu jusqu'à la table de négociation, mais il a été empêché par les services de sécurité sud-africains. Nous sommes allés, le président s'est installé, et puis il a été rejoint par le président Kabila. Mais sur les images, on voit que c'était un président Mobutu, pas au mieux de sa forme, il était vraiment, on devait le tenir. Et il y avait même le président Mandela qui était assez plus âgé que lui, qui le tenait. Est-ce qu'il avait quand même la force de quitter la résidence et arriver jusqu'au bateau Tenika? Comment vous faites? Aller à pied. On a pris des véhicules et on l'a débarqué à l'entrée
du bateau et les gens l'ont tenu jusqu'à la salle de négociation. Est-ce que moralement il était en place? Vu sa santé, est-ce que moralement il était en place face à cette rébellion? Il devait raconter, c'est lui qui voulait le bouter dehors. Vous savez, quand le corps est malade, très souvent le moral et l'esprit aussi ne tient pas. Et le président Mobutu était très fatigué, très malade, il souffrait énormément, mais il a enduré cette situation. Ils ont pu parler ensemble. Et vous avez vu les images, tout le monde a vu les images. Et nous, on était dans un coin, on ne participait pas aux négociations, on n'était pas dans la salle de négociation, mais à côté. Nous attendions. Sur les images, on a comme l'impression que la rencontre n'a pas duré. C'est comme si c'était une rencontre éclair. Ils se sont dit quelques mots et Mzee Laurent Kabila qui ne voulait pas regarder le maréchal qui le fixait. Pourquoi il voulait seulement fixer? Il vous a pas dit pourquoi il voulait regarder le feu président Kabila? Ça, je ne sais pas. S'il était là, on lui poserait la question, mais je ne sais pas personnellement. Il y a des gens qui ont pensé que leurs yeux ne devaient pas se rencontrer et tout ça. Mais moi, personnellement, en tant que médecin, je n'avais aucune réponse à ce sujet. Mais ça n'a pas duré la rencontre. La rencontre n'a pas duré parce qu'ils ont remis à plus tard une nouvelle rencontre. Pourquoi? La semaine, puisque la première rencontre n'était qu'une prise de contact et chacun posait des questions, des conditions, et il devait vérifier ce qu'il... Chacun, au cours de la deuxième rencontre, devait rapporter des réponses, mais malheureusement, la deuxième rencontre n'a jamais eu lieu. Nous étions là, nous étions revenus après la première rencontre. Après la première rencontre, vous êtes rentré sur Kinshasa et pour repartir sur Pointe-Noire 2 semaines ou une semaine après? Une semaine. Et arrivé là, on a attendu en vain l'arrivée du président Kabila, père, et si bien que nous étions obligés de revenir définitivement à Kinshasa. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand, en venant, vous ne trouvez pas le feu président Kabila à Pointe-Noire? Vous vous êtes dit quoi? C'est foutu ou on pouvait continuer à négocier? Je pense que le président Mobutu n'avait pas baissé les bras. Il a essayé de maintenir les contacts à travers le président sud-africain, qui a été de bonne foi. Mais le président sud-africain subissait aussi des pressions d'autres pays, de grandes nations, qui voulaient absolument qu'il y ait une rupture entre eux et que le président Mobutu cède sa place au président Kabila. La deuxième rencontre n'a pas eu lieu. Quand vous étiez rentré à Kinshasa, le moral du maréchal, son état de santé ne faisait que se dégrader ou vous essayez un peu de garder stable son état de santé? On ne se faisait pas d'illusions quand on était parti. Le président Kabila avait gagné la guerre. Et vous en étiez conscient? Tout le monde en était conscient. Et donc, il n'y avait pas... pour négocier, il faut être à deux, au moins. Et le président Mobutu a constaté que bon, l'autre partie ne voulait plus continuer et que maintenant
c'était un point de rupture. C'est ce que voulaient les détracteurs du président Mobutu. C'est ainsi que, revenu au pays, ceux qui restaient de l'armée, c'est-à-dire quelques officiers supérieurs et surtout des généraux se sont réunis. Et les généraux se sont réunis, ont vu le président pour dire que nous ne sommes plus capables d'assurer votre sécurité. Et les généraux ont conseillé au président Mobutu d'aller à Bagulit. Et de là, peut-être aller là où il voulait. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Donc c'était indirectement une façon de lui dire de quitter le pouvoir. Oui. Alors comment il a géré ça? On lui demandait d'aller indirectement, de quitter le pouvoir, d'aller à Guadeloupe. Comment il a su gérer ça? Mais c'est un militaire. Le président Mobutu était militaire. Et dans l'armée et dans le combat, il y a un gagnant et un perdant. Et il s'attendait que son armée ne pouvait plus lui conférer la sécurité dont il avait besoin pour poursuivre son action. Et alors, il était résigné et a accepté leur conseil. Moi, j'étais au camp Tchatchi et pratiquement toute la journée. Et on est resté, après le passage de généraux, on est resté dans le parage au camp Tchatchi. Et nous avons dû prendre soin du président. Est-ce qu'il vous en a parlé? C'est pas lui personnellement, mais il y avait aussi des gens qui ont assisté à cette réunion. Moi, je n'ai pas assisté à cette réunion et ce n'était pas à ma place. Mais il y a des conseillers qui entouraient le président Mobutu à l'époque, avec lesquels on a parlé et qui m'ont dit ce qui allait se passer. Je suis resté dans la chambre du président Mobutu jusqu'à vers 22 heures. Vers 23 heures, j'étais toujours là et il m'a dit, voilà, demain nous partons à Guadeloupe. J'ai compris, avec tout ce que j'ai appris de certains conseillers qui avaient assisté, les deux conseillers en fait qui avaient assisté à la réunion avec les généraux, j'ai compris que nous allions en exil. C'est faux, c'est la version connue par l'opinion nationale et internationale, disant que Mobutu avait refusé d'aller en exil à Guadeloupe et il s'est dit, je suis militaire, s'ils viendront me trouver ici pour me tuer, ils viendront me tuer ici, chez moi, je ne vais pas fuir. C'est faux alors. Ça, je n'étais pas là quand le président aurait prononcé moi, je vous parle de ce qu'il m'a dit. Parce qu'on dit, le 16, c'est le général Mayele qui est venu prendre des forces Mobutu. C'était la vérité. Parce que il vous l'a dit la veille que vous devez vous préparer pour prendre l'avion pour Guadeloupe. Alors, le 16, selon la version qui circule, que tout le monde connaît, on dit que c'est le général Mayele qui est venu prendre Mobutu des forces. Mensonge. Mensonge comme il y en a toujours. Le président Mobutu, le général Mayele, c'est une émanation du président.
c'est lui, c'est le président Mobutu qui l'avait formé. Moi, j'ai connu le général Mayele pendant longtemps et il était à Kotakoli. Moi, j'étais à Badolité pendant assez longtemps. Et à l'époque, j'ai pu examiner le général Mayele parce qu'il avait fait une chute au camp d'entraînement de commando et paracommando à Badolité. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Il n'était pas très gradé à ce moment-là. Et s'il est devenu général, c'est grâce au président Mobutu. Et c'est le président Mobutu qui l'a nommé comme ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'armée à l'époque. Donc, à venir prendre le président Mobutu des forces et l'envoyer à Badolité, ça c'est une exagération et c'est loin de la vérité. On peut croire que le général Mayele est venu normalement, calmement comme d'habitude, prendre. C'est lui qui a escorté. Ce qui est vrai que c'est lui qui a escorté le maréchal jusqu'à l'aéroport. C'est pas vrai. Le général Mayele, on s'est rencontrés à l'aéroport. Et le président Mobutu il souffrait beaucoup, il avait de graves lésions, mais sa lucidité était toujours en place. Lorsque le président Mobutu m'avait dit vers 23 heures que demain nous allons à Badolite, moi j'ai tiré la conclusion personnelle que nous partons. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux amener mon épouse? Il m'a dit oui. Est-ce que je peux amener mon fils? Il m'a dit oui. Donc nous sommes partis avec, normalement, comme quand on allait à Badolite d'habitude, le président a pris place à bord d'une grande limousine de Cadillac noir. Et moi, j'ai fait les doublons parce que dans des conditions comme ça, la sécurité propose que qu'on mette en place 2 véhicules équivalents. Si quelqu'un voulait tenter la vie du président, il doit chercher. Et en ce moment-là, on verra que cet homme s'intéresse et puis le service de sécurité peut réagir. Moi, j'avais exactement le même véhicule que le président parce qu'il avait 2 véhicules identiques. Le service de sécurité qui avait arrangé ça. Mais la seule différence, c'est que le président, sur sa voiture, quand nous allions à l'aéroport, il y avait le drapeau du Zaïre à l'époque. Chez moi, il n'y avait pas ce drapeau-là. Donc, nous sommes partis normalement. Personne, il n'y a pas eu, le président Mobutu, à ma connaissance, n'a pas été chassé par quelqu'un ou bien pris de force par quelqu'un. Alors la fameuse discussion qu'on nous raconte qu'il y a eu au pied de l'avion, là où Mobutu disait à Mayele que toi tu nous as trahis et sa femme, Maman Bobila Dawa, a dit toi aussi Mayele yo mototo bokoli yo sali papa boy. Ça c'est une histoire parce que encore à ce que vous venez de dire, Mayele a été façonné par le maréchal, trahir Mobutu. Alors, est-ce que c'est vrai cette histoire? Les gens ont dit qu'il aurait trahi. Mais qu'il communiquait avec des éléments du président Laurent Désiré
Et- mais à ma connaissance, le général Mobutu, euh, le, le général Mayele, pardon, a joué son rôle. Il a dit la vérité au président. Les autres généraux n'osaient pas lui dire de quitter la, la- c'est lui qui a... Il était en même temps chef d'état-major et ministre de la Défense. C'est lui qui avait pris la parole au nom de tous ses collègues ministres et, et surtout les généraux. Et il était un des plus brillants du groupe. Et quand Maman Bobi avait parlé de ça, Maman Bobi n'a pas assisté à cette réunion de... On dit que ça s'est passé au pied de l'avion. Peut-être, mais je n'ai pas vu personnellement, je n'ai pas entendu. J'avais entendu ces rumeurs-là, mais le fait que Maman Bobi n'avait pas assisté à la réunion qu'il y a eu au Camp Tchachi, la dernière réunion où les généraux, par la bouche du général Mayele, ont exprimé le désir de voir le président partir et parce que sa sécurité n'était pas assurée. C'est un bel acte parce que quelqu'un d'autre serait allé dormir et puis laisser venir le fait qu'il a averti le président, il a sauvé la vie du président. Et je ne sais pas les dessous de cartes, mais moi, en tant que médecin, c'est comme ça que j'ai analysé la situation. Parce qu'il nous a facilité d'être encore en vie. En ce qui me concerne, le président est mort, non pas de fait de guerre, mais il est mort à la suite d'une maladie. Voilà. Alors, vous avez pris place à bord de l'avion. Alors, comment vous pouvez nous expliquer la suite? Parce que ça s'est dit, il y avait des militaires qui voulaient abattre l'avion au décollage. Est-ce que c'était vrai? Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à bord de l'avion et pendant le décollage? Nous sommes arrivés à l'aéroport et le président est monté à bord de l'avion. Nous avons suivi. Avant que nous puissions suivre, le président a fait appeler M. Chimbombo Mukuna. Ils ont parlé brièvement. Il était ministre à l'époque, il était qui? Je ne me rappelle plus ce qu'il était. Il était proche du président de toute façon. Et puis il est descendu. Moi, il y a un général qui m'a posé la question, toi aussi tu pars? C'est ça aussi la question que les téléspectateurs peuvent se poser. Oui. Et toi aussi tu pars? Je dis oui, mon malade part et je suis obligé de partir. Parce que c'est maintenant qu'il a plus besoin de moi. Et bon, il s'est tué. Et puis nous, on est entrés dans l'avion. Quand nous étions installés, l'avion était prêt à décoller. On a vu un militaire de la DSP qui est venu dans un état un peu bizarre. Il a parlé à l'oreille de son chef, qui était le colonel Motoko, qui était le chef de sécurité de l'escorte du président. Et puis,
Motoko est monté dans l'avion, il est allé parler au pilote. Et puis on a décollé. Contrairement aux habitudes de décollage pour aller à Bado, on n'a pas décollé dans le sens de Njili, Kinkole et Nsele. On a décollé vers la ville. Et pourquoi? Nous avons eu l'explication après. On nous a dit qu'il y avait des missiles qui étaient installés au bout de la piste du côté de l'Ansele qui visaient à abattre l'avion du président. Qui les a placés selon ce que vous avez appris? Ça, je ne sais pas. Il y en a qui ont parlé de certains généraux, mais ce n'était pas des missiles étrangers, c'était dans le pays. Alors je ne peux accuser personne parce que je n'ai pas assisté à cela. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Mais l'explication qu'on nous a donnée, quand on a décollé et qu'on est arrivé, on nous a dit qu'il y avait des missiles de ce côté-là. Et les militaires qui étaient venus à la dernière minute parler à l'oreille du colonel Motoko lui a dit: mon colonel, Bokende Kunate, Azozela Binokuna. Et ce que nous savons aussi, c'est que lorsque nous avons décollé vers la ville, il y a une jeep, deux jeeps qui ont poursuivi, essayé de poursuivre l'avion. Et une des jeeps s'est renversée, il y a eu 2 morts parmi les soldats qui voulaient nous abattre. Nous sommes venus vers la ville et on est passé par le Bandundu et puis nous sommes allés jusqu'à Baduelite. Vous êtes arrivé à Guadolite la nuit? C'était la nuit que vous étiez arrivé à Guadolite? La journée. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez atterri facilement à Guadolite et il n'y avait pas de problème? Il n'y avait aucun problème, on a atterri. Mais le même 16 mai? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que dans la soirée, nous avons commencé à entendre des coups de feu. Et c'était de nos propres militaires qui revenaient du front. Ils avaient tous abandonné le combat. Ils venaient du front de Wapinda. Et il y avait, c'est la frontière avec le Haut-Congo. Et nos militaires revenaient. Ils tiraient de temps en temps à l'air. Les militaires qui nous accompagnaient, il y en avait beaucoup, arrivés à l'escale de Bado, il y en a qui ont refusé d'accompagner le président plus loin. Ils ont préféré rester là. Il y a eu alors pas une révolte, mais un début de remous. Ils ont réclamé leur solde. Nous avions conseillé au président d'aller leur parler, puisque c'est lui qui était le chef des armées. Et le président leur a parlé, il leur a donné ce qu'ils réclamaient, et puis on est rentré. Le matin, cette nuit-là, j'ai été réveillé parce que le président m'avait fait venir auprès de lui pour sa femme qui était un peu souffrante. Alors je suis resté auprès du président jusqu'au matin. Le matin, le président
J'avais parlé avant, bien avant, au président Iadema, qui voulait, il avait demandé un avion pour aller à l'étranger, parce qu'il ne pouvait pas amener l'avion du Congo là-bas, parce qu'il savait qu'il partait un voyage non-retour. Donc il a voulu expressément laisser cet avion au pays. Oui, il a voulu laisser cet avion au pays. Il s'est dit qu'il y a le pilote qui a fui avec l'avion et qui est parti à Brazzaville et il a laissé l'avion. Expliquer comment ça s'est passé. Très souvent, les chefs d'État se prêtent des avions. Et quand l'avion doit aller prendre un chef d'État, il va la veille pour que le matin, il ait le temps de se préparer et venir. Et ici, nous avons attendu l'avion, il n'est pas venu. Et nous avons eu un acte de bravoure de la sécurité présidentielle en la personne de a profité d'un avion Ilyushin qui est venu prendre des armes. L'avion appartenait à Savimbi. Savimbi l'avait envoyé pour récupérer des armes qu'il avait fait garder à Badeli. Sachant que Mobutu était en train de partir. Oui. Ça avait été bien médiatisé. Et ils se sont parlé certainement au téléphone. Et quand l'avion a atterri, Ngani était à l'aéroport avec ses hommes. Il a saisi l'avion. Il a dit que vous ne pouvez pas repartir avec votre cargaison d'armes sans nous mettre à l'abri. Vous devez attendre le pays où nous irons pour que vous puissiez, au départ de ce pays-là, rentrer chez vous. Nous avons attendu et ils ont mis des tonneaux un peu partout pour empêcher l'avion décoller. Le matin de notre départ au Togo, le président avait changé d'avis, il ne voulait pas quitter le pays. Il voulait rester à Bado et c'est là qu'il a dit qu'il est militaire, si on veut le tuer, qu'on vienne le tuer. Mais nous avons, personnellement, je l'ai vu, pour dire qu'il allait sacrifier tout le monde s'il est resté au pays. Et tout le monde ne voulait pas mourir en même temps que lui. Mais notre présence auprès de lui montrait toute la loyauté que nous avions envers lui. Ça a pris du temps. Et puis j'ai fait intervenir son fils, Nzanga, le seul fils qui était avec nous. Et Nzanga lui a parlé aussi. Et puis finalement, le président a dit, bon, on part. On a pris place à bord de l'Ilyushin. C'était un avion de combat, un avion transporteur de troupes. On a fait entrer une voiture parce qu'il n'y avait pas de siège dans l'avion. Le président était installé dans la voiture et nous, on a mis les bagages vaille que vaille et on a pu décoller. Quand on a décollé, on nous a tiré dessus. C'est en atterrissant à Lomé qu'en inspectant leur avion, les pilotes ont constaté les impacts de balles. Mais ce sont des balles
de fusils individuels et ça n'a pas causé de dégâts. Mais qui vous a tiré dessus? Des militaires congolais. Pourquoi Ils ne voulaient pas que le président parte. Ils voulaient, parce que il disait, vous partez, nous, qu'est-ce que nous devenons? C'est un peu un instinct de survie. Oui. Vous êtes parti de Guado pour Lomé avec tous les corps, c'est-à-dire vous avez pris les corps de sa première femme, de sa maman et tout, vous avez mis dans l'avion, c'est vrai ça? C'est faux. C'est faux. Et il n'a jamais déterré. Il était dans l'incapacité de faire ça. Et nous sommes arrivés, je vous dis, la journée du 17 et le 18, nous étions partis. Et peut-être qu'ils ont fait allusion au corps du président Abiyarimana qui avait été enterré provisoirement à Badolité, mais c'est son fils qui avait déterré ça bien avant l'arrivée de l'AFDEL. Le fils d'Abiyarimana. Oui. Maël est mort le 17. Est-ce que le président avait appris la mort du général Maël sur place à Guado ou c'était à Lomé? C'était à Guado. J'ai entré dans sa chambre, je l'ai trouvé en pleurs. Mobutu était en train de pleurer. Oui. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas sur un président? Il m'a dit, est-ce que tu n'as pas appris que le général Maël a été assassiné? Et c'est là que certaines mauvaises langues n'ont pas raison. Il disait que c'est le président qui aurait ordonné qu'on assassine Maël. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je l'ai trouvé dans une situation un peu habituelle de dépit et une situation de tristesse. Et il regrettait la mort du général Maël. Et voilà. Donc par là, vous avez conclu directement que vraiment il était touché par la mort du général Maël. Ah bon, on revient maintenant, vous êtes arrivé à Lomé. Et qu'est-ce qui s'est passé à Lomé alors? C'était le 17 mai. Vous avez quitté la nuit ou c'était le jour? Le matin de même 17. Non, on est arrivé, c'était le 18. Donc vous avez quitté le 17 la nuit? Nous avons quitté le 17 ici. À Guado? Ici. À Kinshasa? À Guado, on a passé une nuit. Et le 18, on est parti à Lomé. C'est ça la vérité. Et je tiens cette date parce que c'était la date de la mort de la maman du président. Maman Yemo est morte le 18. Et donc, lorsque nous avons atterri à Lomé, nous n'étions accueillis par personne. Le général Eyadema avait promis d'envoyer l'avion au président Mobutu, mais il n'a pas envoyé. Et nous sommes arrivés comme un cheveu dans la soupe. Le général Eyadema s'est replié chez lui à Kara. Et nous avons attendu plusieurs heures à l'aéroport, le président malade qu'il était, dans l'avion, à bord de la limousine. Finalement, on a descendu la limousine. Il était resté dans la voiture pendant longtemps. Il y avait des négociations, il y avait un premier ministre là qui devait
demander l'autorisation de son chef s'il devait nous accueillir ou pas, et ainsi de suite. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression autour de la chute du président Mobutu. Il y a des gens qui l'ont diabolisé partout. Partout. Ceux qui étaient ses amis étaient devenus ses ennemis, et ainsi de suite. Et lorsque le président Yadema a autorisé que nous pouvions aller en ville, l'escorte s'est mise en route, nous sommes allés en ville, on a présenté des appartements au président et nous on était à l'hôtel. On a passé 5 jours à Lomé. Et un jour j'étais en train de transfuser le président. Il y a le premier ministre qui est entré, qui a toqué. Je suis allé voir. J'ai dit au président, voilà, il y a le premier ministre qui veut vous parler. Le président a dit, faites-le entrer. Je l'ai fait entrer, moi je me suis retiré entre-temps. Ils ont parlé. Et puis, quelque temps après, le Premier ministre est sorti. Et moi, je suis allé auprès du président. Le président m'a posé la question, tu sais pourquoi? Il est venu me voir. Moi, j'ai dit non. C'est pour me demander quand est-ce que nous allons quitter. Nous étions malvenus là-bas, tous les journaux, les 5 jours que nous avons passés là-bas. C'était des critiques acerbes contre Mobutu et tout ça. Et pourtant, Lomé, le Togo était un pays ami qui aimait bien venir au Congo et nous, on allait là-bas aussi. Pendant ces 5 jours, le président Yadema ne s'est jamais rendu à l'hôtel là où vous étiez. Il est venu plusieurs jours après. Peut-être le 3e jour, il est venu, il a vu le président 2 fois. Et puis, un jour, je rentre chez le président, il m'a dit, voilà, il y a le roi du Maroc qui m'a téléphoné, et il m'a dit, je suis le bienvenu là-bas. Je peux m'y rendre quand je veux. Pendant ce temps, quand vous étiez au Togo, le président a quand même tenté d'appeler ses amis pour vous accueillir en exil. Non. Vous savez que le problème de l'exil du président avait commencé dans le pays. Vous avez entendu parler de M. Richardson, qui est venu. L'américain, l'ambassadeur américain. Oui, avec une forte délégation représentant tous les services du pouvoir des États-Unis. Ils sont venus en fait d'émettre le président, puisque j'ai été vivement associé à ces négociations parce que je servais d'interprète. Et j'ai pu assister le président pour la traduction en anglais. Et Richardson parlait français, mais ceux qui l'accompagnaient, tous ne parlaient pas français. Et il y en a qui parlaient en anglais, je traduisais au Kanchati. Donc, quand nous sommes partis, le président a dit, bon, on va aller au Maroc. Il ne cherchait pas. Richardson, quand il est passé ici, il a invité le président de migrer aux États-Unis. Et c'est sa famille qui n'a pas voulu qu'on émigre aux États-Unis. Ils étaient
ils avaient dit que le président Mobutu, c'était un ami de longue date des États-Unis. Il est le bienvenu aux États-Unis avec toutes les personnes qu'il désirera amener là-bas. Mais lui, quand même, hormis la famille qui a refusé, est-ce que lui-même, personnellement, était d'accord? Le président était affaibli. Et souvent, c'est sa famille qui se mettait en vedette et qui lui imposait certaines vues. Donc, c'est comme ça. Nous sommes partis à bord de l'avion du président Eyadema qui nous a déposés au Maroc. Et c'est là que le président a reçu ce dernier honneur militaire. Alors, docteur, on aimerait savoir comment le maréchal a géré l'après-pouvoir, parce qu'à partir de Lomé, il a su déjà que Mzee Laurent Désiré Kabila et ses troupes étaient déjà à Kinshasa et que lui n'était plus président de la République. Comment il a géré ça? Parce qu'il y a certains là qui disent qu'il faisait peut-être des dépressions mentales, qu'il continuait à nommer, il disait que bientôt là, il va révoquer Laurent Désiré Kabila. C'est vrai. Il a géré comment? C'est des commentaires de gens. Le président Mobutu était devant un fait accompli. C'était un homme lucide et qui a su que l'histoire était irréversible. Lorsque nous avons quitté ici, qu'on a fait le tour par le Bandundu pour aller à Badolite, les troupes du feu président Laurent Désiré Kabila, ils ont vu notre avion, ils pouvaient l'abattre. Ils ont posé la question au président Kabila. Ils sont en train de passer devant nous. Qu'est-ce que nous faisons? Il a donné l'ordre de nous laisser partir. Alors, vous avez dit tantôt au début là que Mobutu avait été en contact avec Laurent Désiré Kabila. Est-ce que ces contacts ont continué juste après, quand vous étiez aussi au Togo, il continuait à avoir des contacts avec vous? Non, non, que je sache, parce que le président me disait beaucoup de choses. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et il y a les contacts étaient bien avant que le président Laurent Désiré Kabila ne soit président. Même avant la rébellion, ils avaient des contacts par des émissaires qui allaient le voir. Nous savions là où il était. Et je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas, mais il y avait des canaux de communication, comme on appelle. Donc il a su gérer l'après-pouvoir, il a accepté facilement qu'il n'était plus président. Il a accepté cela, qu'il n'était plus président, mais un jour il m'avait fait une déclaration à deux. Nous étions dans sa chambre. Il m'a dit: ces armes que Kabila m'a présentées vont se retourner contre lui. Je n'ai pas voulu entrer dans des détails, lui poser des questions. J'ai entendu ça, il m'a dit ça. Et après analyse de tous les événements, j'ai vu que c'était comme une prévision, ou bien il avait senti cela. Alors au Maroc, pour terminer, avant qu'il ne rende l'âme, vous avez fait combien de temps au Maroc et comment vous avez géré ces temps-là? Au Maroc, quand vous êtes arrivé au Maroc, à Rabat, vous étiez à Rabat.
Alors, comment vous avez passé les temps? Vous avez fait combien de temps là? Et comment vous avez géré ces temps jusqu'à la mort du président? Ah, on a continué à lui rendre visite. Le président était toujours alité. Parfois, il fermait ses yeux, mais il ne dormait pas. Il continue à être un peu amusant comme il en avait l'habitude. Oui. Pas tout le temps, mais un jour, j'étais entré chez lui, euh, proprement habillé. Il me dit, ah, le docteur continue à s'habiller comme d'habitude. Moi, j'ai dit, ah oui, je me présente devant mon président, et je ne peux pas être malpropre. Il a souri, et puis, vous voyez, il blaguait comme ça. Il a continué à blaguer. C'est quelqu'un, tout le temps que je suis resté auprès de lui, pendant cette période, il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais regretté quelque chose en rapport avec ses fonctions antérieures. Et il s'est plaint plus souvent du général Nzimbi. Ça, il me disait. Je ne posais pas de questions, pourquoi vous vous plaignez de lui, mais il s'est plaigné en disant quoi? Les détails, je ne connais pas, mais c'était son cousin. C'est lui qui avait fait de lui, c'est le président Mobutu qui a fait de lui de ce qu'il était. Et vous voyez, probablement il a fait quelque chose qui lui a déplu. Alors, on parle maintenant de son état de santé qui continue à se dégrader. Et les jours de sa mort, est-ce que vous étiez là jusqu'au dernier jour? J'étais là, puisque j'étais son médecin. Alors, vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il rende l'âme? Il a, à un moment donné, il ne pouvait pas respirer. Et puis, nous l'avons mis devant. Donc, vous n'avez pas voulu dire que la famille assiste au dernier moment du président? Souvent, ça laisse de mauvaises impressions. Et nous étions dans la salle. J'avais un adjoint, le docteur Biamungu, que j'avais amené, qui m'a donné un coup de main. Et deux infirmiers marocains. Quand le président est décédé, et on a enlevé les appareils, j'ai appelé la famille du président. Qui était là pour la famille et qui était là pour le compte de son bureau, je dirais? Il y avait les épouses du président, les deux. Et puis il y avait M. Fangbi, qui était le beau-frère du président. Et aussi, il y avait le fils du président, qu'on appelle Nzanga. Et je leur ai annoncé la nouvelle et quelques autres personnes de la suite qui étaient là. Et c'était fini. Alors, est-ce que, je ne sais pas si c'est dans le secret, mais l'opinion doit connaître quand même, vous étiez son médecin, de quoi le président Mobutu est mort? Parce qu'on dira qu'il a été empoisonné, d'autres qui vont dire même qu'il était atteint du VIH-Sida. Est-ce que vous, étant que médecin personnel du président? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Le président n'était pas empoisonné et le président n'a jamais fait le sida. Et il est mort d'autres maladies. C'était public. On avait dit à la radio. Il avait été opéré de cette maladie en Suisse, en urgence. Laquelle?
C'était un cancer de la prostate. Je ne divulgue aucun secret professionnel puisque c'est connu, c'est public. Il y a eu des émissions de télévision après son opération en Suisse. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de ces spéciales 17 mai, mais on n'a pas parlé de l'avènement de l'AFDEL, mais on a parlé plutôt de l'autre facette, c'est-à-dire le départ de Mobutu avec son médecin privé, qui n'est rien d'autre que le docteur Diomaye, qui est resté auprès de Mobutu pendant longtemps, jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il vous l'a dit, le président Mobutu est mort entre ses mains, si je peux dire comme ça, parce qu'il était seul avec ses assistants médicaux dans la chambre là où Mobutu a rendu l'âme. Alors, s'il y a un mot à dire à la progéniture, au monde scientifique et au monde politique par rapport à ce que vous avez vécu auprès du maréchal. Rien de spécial à dire, mais si je dois parler à mes médecins, mes élèves, c'est-à-dire un groupe de médecins que j'encadre en cliniques universitaires, c'est l'importance de la loyauté. Et la loyauté, c'est quelque chose, c'est une vertu où l'on a l'occasion de témoigner à quelqu'un qu'on est prêt à l'aider et qu'on est près de lui. Beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi vous êtes allé avec lui prendre tous ces risques. J'ai vécu avec le président Mobutu pendant 17 ans et je pense que dans ces 17 ans-là, pendant ces 17 ans-là, j'ai bien connu ce qu'il était. Il y a même des gens qui m'ont reproché d'avoir prolongé la misère du peuple pour avoir prolongé la vie d'un tyran. Le président Mobutu avait aussi des qualités qui ont été appréciées non pas par moi seulement, mais par beaucoup de gens. L'aspect qu'il présentait à l'extérieur, son aspect extérieur, ce n'est pas ce qu'il était. Ce qu'il était, c'était un homme parfois affable et qui n'aimait pas voir souffrir quelqu'un. Et un jour, il m'a fait la remarque parce qu'il y a une femme qui est allée le voir au bateau, qui voulait le voir et qui pleurait. Il lui a dit qu'elle aille d'abord se calmer, qu'elle cesse de pleurer et qu'il vienne poser son problème. Donc, la loyauté, c'est indispensable. Quand vous servez quelqu'un, ou un chef, ou quelqu'un que vous connaissez, et quand il est en difficulté, vous ne pouvez pas le quitter et dire « Ah, moi je m'en vais, parce que si je reste auprès de vous, je vais mourir. » La loyauté, c'est la transparence. Voilà, c'était là le docteur Diomaye, le médecin privé du maréchal Mobutu, qui est resté aux côtés du maréchal Mobutu pendant 17 ans, qui s'est livré à corps ouvert comme ça à vous. Et c'est, comme je l'ai dit au début, c'est pour la progéniture, c'était pour donner la vraie histoire, la vraie version du départ et de la mort de Mobutu Sese Seko. Le docteur Diomaye, comme je vous l'ai dit, il fut le tout premier chirurgien congolais et c'était les seuls congolais à être doyen de la faculté de médecine donc sur 3 universités. Je dis, il était à la fois à Kinshasa, à Kisangani et à Lubumbashi. Quand Mobutu avait créé l'UNASA, le docteur Diomaye s'est occupé de 2 boxeurs du fameux combat Ali Foreman, c'est-à-dire les 2 boxeurs Ali et Foreman. C'est lui qui
qui s'est occupé de la santé de ces deux boxeurs qui sont venus livrer les combats du siècle ici en République démocratique du Congo. C'était un réel plaisir comme ça de recevoir sur ce plateau le docteur Diomi, le médecin privé du maréchal Mobutu. C'est à l'occasion de la fête de la libération, comme je vous l'ai dit, nous avons voulu prendre l'autre facette qui était le départ de Mobutu et non la facette de l'arrivée de l'avènement de l'AFDEL. Merci à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie. Je remercie comme ça Maman Deo, notre directrice de programme, notre DG Moïse Moussangana qui nous a permis de réaliser cette émission. Et aussi comme ça mon réalisateur Gimpoutou. Il y avait Roli Manitou, mon caméraman privé aussi comme ça, Véambata, qui était comme ça à la prise de vie. Je crois que prochainement, si Dieu nous prêtera vie, nous pourrions revenir auprès du docteur Diomi pour une autre émission, peut-être une autre histoire par rapport au maréchal Mobutu et par rapport à la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.